Je vais vous parler aujourd'hui de blockchain et plus précisément des différentes preuves qui peuvent exister, donc tout ce qui se cache derrière les termes un petit peu barbares de proof of work, proof of stake, proof of authority, etc. Comme je suis le premier intervenant, je vais essayer de faire quelque chose d'assez, de rester assez simple et pédagogique. Donc, je vais d'abord bien introduire toutes les notions de blockchain, donner quelques définitions, expliquer un petit peu en quoi consistent ces différentes notions. Et j'ai laissé pas mal de place aux questions. Donc, il y aura, j'arriverai sûrement 10 minutes à la fin pour les questions. Donc, n'hésitez pas à noter toutes vos questions. J'essaierai d'y répondre à la fin. Euh, donc, tout d'abord, je m'appelle Louis Abraham. Je suis diplômé de l'école polytechnique et de ETH Zurich. Donc, je me dois de préciser, vu le sujet du webinaire, il n'y a aucun rapport entre ETH Zurich et Ethereum. C'est simplement l'université d'ingénierie de Zurich. Mais donc, même si elle s'appelle ETH et qu'elle est en Suisse, il n'y a aucun rapport avec les crypto-monnaies. Et actuellement, je suis le fondateur de deux startups, donc Secrecy qui fait du cloud sécurisé et Gematria Technologies qui s'intéresse au traitement du langage naturel pour, entre autres, la finance. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? Littéralement, c'est une chaîne de blocs. Donc c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Vous avez des blocs, des blocs qui peuvent contenir de l'information et ils sont liés par des chaînes. Qu'est-ce que c'est une chaîne? En fait, ils sont liés traditionnellement dans la plupart des blockchains à l'aide de primitives cryptographiques qui assurent qu'un bloc est bien le successeur d'un autre bloc. Et ce qui veut dire qu'il y avait un ordre chronologique qui est imposé sur la chaîne. Et quelle est la différence entre une chaîne et d'autres structures qui auraient les mêmes propriétés? C'est que la chaîne, elle, il doit y avoir un seul instant, il ne doit y avoir qu'une seule chaîne. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que c'est de là que viennent tous les problèmes de consensus. Le consensus, c'est justement le mécanisme qui va s'assurer qu'il y a à tout instant une chaîne principale. Donc d'abord, une petite parenthèse. Est-ce que Git est une blockchain? Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent Git, mais Git est un système de contrôle des versions pour les codes sources des logiciels. Donc typiquement, la plupart des informaticiens qui codent des logiciels utilisent Git parce que ça leur permet de bien classifier toutes les versions de leur code source au cours du temps. Et quand ils font une modification de leur code source, ils la rangent dans un commit, mais qui est plus ou moins la même chose qu'un bloc. Et ça permet de stocker uniquement les modifications. Donc, par exemple, un exemple de telle modification sera à la ligne 5, je retire la ligne 5 et je rajoute une autre ligne à la place ou 3 lignes à la place. Donc, il y a bien ce concept de bloc dans Git. Et ensuite, chaque bloc ou commit est lié à un bloc parent et qui est identifié avec un hash. Donc là, d'après ce que je viens de vous dire, ça semble vérifier un petit peu toutes les propriétés d'une blockchain. J'ai inclus un petit schéma qui est, donc si je vous avais pas dit, si j'avais enlevé toutes les légendes du schéma et que vous avez dit c'est une blockchain, vous m'auriez dit oui. Tout simplement parce que Git, moi je considère que c'est une blockchain. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment une blockchain finalement? C'est un stockage, un ledger, quelque chose qui permet de stocker des données de manière distribuée et, attention, qui est organisé en chaîne. Et c'est ça toute la différence entre les distributed ledger en général. Donc on appelle ça, on utilise souvent l'acronyme DLT. Donc DLT, ça veut dire Distributed Ledger Technology. Et en fin de compte, la vraie importance sur la société, elle vient de la propriété de stockage distribué avec du consensus. Et au final, les utilisateurs s'en fichent que ce soit organisé
avec une chaîne ou pas avec une chaîne. Ce qui est important même pour le régulateur, ce sont les propriétés du système. Et les propriétés du système, donc par rapport à, en fait, il y a plusieurs euh, niveaux de décentralisation. Donc à gauche, vous avez la base de données centralisée. C'est le cas, par exemple, de n'importe quel site que vous utilisez quand vous envoyez des mails avec Gmail. Mais par exemple, quand vous envoyez des mails à une autre adresse que celle qu'on vous fournit, chez un autre fournisseur, là, ce serait un petit peu décentralisé dans la mesure où chaque serveur mail aura des copies seulement de ses utilisateurs. Donc là, on est dans le cas un petit peu transition, décentralisé, mais quand même organisé en hub. Et en fait, finalement, un ledger distribué, c'est vraiment quand un petit peu tous les points sont plus ou moins identiques dans la mesure où ils ont le même niveau de contrôle et de privilège. Donc, ici, dans ce talk, je ne vais parler que de blockchain publiques, parce que ce sont celles qui répondent la plupart du temps en fait, à la définition qu'ont les gens du mot blockchain. Les autres, dès que ça devient privé, dès que ce sont des blockchains privées, ça n'a plus beaucoup d'intérêt d'appeler ça des blockchains dans la mesure où ce sont simplement justement des distributed ledgers parce qu'il y a des systèmes d'identité entre les différents membres de la blockchain privée. Et c'est permis parce que justement c'est une blockchain privée. Donc les blockchains publiques, la plupart des exemples, ce sont en fait des crypto-monnaies. Et attention, ce n'est pas du tout inclus dans la définition. On peut avoir des blockchains qui ne sont pas des crypto-monnaies. Mais en l'occurrence, il se trouve, et je vais expliquer pourquoi juste après, que les plus grosses blockchains sont des crypto-monnaies. Donc, quel marché ça représente? En tout, si on fait la somme, je pense que ça doit être des 100 plus grosses crypto-monnaies, ou même, on pourrait continuer, mais comme c'est une distribution de Pareto, ça ne servirait plus à grand-chose. Le market cap, donc la somme de toute la valeur, si on la convertissait à l'instant même en euros de toutes les crypto-monnaies, c'est 450 milliards d'euros, à peu près un quart du PIB de la France. Et cela inclut 300 milliards pour Bitcoin et 50 milliards pour Ethereum. Donc en fait, juste Bitcoin, ça représente les 2 tiers à peu près de toutes les crypto-monnaies. Donc maintenant, pour répondre à la question, pourquoi la plupart des blockchains publiques sont des crypto-monnaies? C'est tout simplement parce que faire tourner une blockchain a un coût et que les gens ne travaillent pas de manière gratuite. Donc dès qu'il y a des coûts d'infrastructure pour faire tourner un réseau, cela implique que les gens devraient être rémunérés. Et dans le cas de Bitcoin et de Ethereum, ils le sont à hauteur en fait de l'infrastructure qu'ils mettent à disposition des gens. Je vais parler de ça un petit peu plus après. Donc, typiquement, dans Bitcoin et Ethereum, le mécanisme de création monétaire est intégré au fonctionnement du réseau. Donc, c'est-à-dire que la monnaie est créée par les personnes qui valident des transactions. On appelle ça aussi le minage. Et il y a quelques exceptions. Par exemple, dans Ripple, il y avait 100 millions de tokens qui ont été créés lorsque Ripple a été lancé. Mais il se trouve que Ripple, justement, n'est pas une blockchain. Ripple est un ledger décentralisé, mais ne fonctionne pas avec une blockchain. Donc on peut se demander, je n'ai pas comme ça la réponse, qu'il y a une raison fondamentale qui fait que il n'y a pas vraiment de blockchain publique qui ne repose pas sur la création monétaire. Donc il faut vraiment qu'il y ait vraiment un intérêt pour les gens à participer à la blockchain et donc à gagner de l'argent en y participant. La question suivante, c'est comment est-ce qu'on peut atteindre le consensus? Le consensus, c'est justement le mécanisme qui permet de conserver une seule chaîne à tout instant. Il y a beaucoup d'algorithmes de consensus différents qui sont extrêmement étudiés, qui datent des années 90. Et le vrai problème, en fait, c'est pas l'algorithme de consensus. Le problème, c'est d'éviter ce qu'on appelle les Sybil attacks. Qu'est-ce que c'est une attaque Sybil?
Sibylle, c'était une patiente célèbre de psychanalyse qui était atteinte de troubles de la personnalité multiple. Et les Sibylle attaques, ça désigne les attaques où ça désigne les attaques où un individu ou un groupe d'individus se ferait passer pour beaucoup plus de personnes qu'ils ne sont vraiment, et ça leur permettrait de gagner du contrôle sur une organisation. Donc, dans le cadre, par exemple, d'une élection, ça reviendrait à mettre plusieurs ballots de vote dans les urnes. Donc, on peut se demander comment est-ce qu'on peut éviter justement les attaques civiles. Alors là, je voudrais expliquer quelque chose de très important, qui est que le consensus n'est pas du tout le même problème, c'est un problème totalement différent du fait d'éviter les attaques civiles. Parce que le consensus, ça peut aussi s'appliquer lorsqu'on a un système avec des identités. Lorsque les gens ont des identités, il n'y a aucun problème d'attaque civile, parce qu'on sait qui est qui. Et dans ces cas-là, le consensus, c'est un problème qui existe quand même, qui est simplement de mettre tout le monde d'accord pour que les gens puissent se mettre d'accord sur l'état du ledger. Et le fait que les personnes ne soient pas identifiées clairement sur les blockchains publiques comme Bitcoin ou Ethereum, cela crée un problème supplémentaire, en plus du consensus, qui est que non seulement on doit mettre tout le monde d'accord, mais en plus on doit éviter que certaines personnes puissent avoir plus de voix que les autres, de manière artificielle. Par exemple, le proof of work est une des solutions possibles. Donc il y en a d'autres, mais elles ne sont pas vraiment utilisées en pratique. Donc le proof of work, donc c'est la preuve de travail en français, en fait ça permet de résoudre 3 problèmes en même temps. Le premier, c'est celui du consensus. Le second, c'est empêcher les attaques de type Sibylle. Et le troisième, c'est la création monétaire. Alors, comment fonctionne la proof of work? C'est simplement, moi, je dis que c'est une loterie. C'est une loterie parce qu'on achète un ticket en faisant des calculs pour résoudre un problème difficile. Donc, c'est ce qu'on appelle le mining, résoudre ce problème difficile. Et la difficulté du calcul fait que c'est assez rare finalement, même quand on a des millions d'ordinateurs connectés, c'est assez rare de résoudre ce problème. Et donc il y a assez peu de chances pour que 2 personnes arrivent à le résoudre dans la même minute, par exemple. Et la première personne qui arrive à résoudre le problème peut décider ce qu'il va valider comme transaction, ce qu'il va mettre dans le prochain bloc. Donc, l'avantage de cela, c'est qu'il n'y a plus de problème de consensus, puisque c'est toujours celui qui c'est toujours celui qui résout le problème qui décide. Il n'y a pas de problème d'attaque civile, parce que il est difficile pour un individu seul de mettre la main sur une grosse capacité de calcul et ainsi déclencher une attaque de type civil. Et enfin, il y a donc la création de la monnaie dépend tout simplement de la résolution de ce problème de calcul. Et donc il y a également une incentive, un intérêt pour les mineurs à résoudre ces problèmes-là, puisqu'ils vont gagner de l'argent comme ça. Alors il y a quand même beaucoup de problèmes au proof of work, et c'est pour ça que la plupart des gens cherchent des solutions pour remplacer le proof of work. Alors, quels sont ces problèmes au proof of work? Bon, le premier, le plus important, c'est que Bitcoin consomme 60 à 100 TWh par an. Donc, simplement le fait de faire tourner tout ce réseau de mineurs, ça consomme à peu près autant d'énergie qu'un pays européen moyen. Donc, on se situe à peu près entre l'Autriche et la Norvège. Le second problème, c'est qu'il y a une grosse variance des récompenses. Tout simplement parce que, comme j'ai dit, le problème est extrêmement difficile. Donc, les gens seuls ont très peu de chances d'arriver à le résoudre. Et cela veut donc dire que et à l'inverse, pour qu'il y ait suffisamment d'intérêt pour que les gens fassent ce calcul, il faut quand même que l'espérance, le gain moyen soit important.
Et comme la probabilité d'avoir ce gain, de gagner, d'arriver à miner un Bitcoin est extrêmement faible, ça fait simplement une variance énorme. Vous pouvez gagner beaucoup, mais vous avez très peu de chances de gagner. C'est pour ça aussi que c'est très comparable à une loterie. Ensuite, un autre problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pénalité si les gens trichent. Si quelqu'un essaye de manière malveillante de créer ce qu'on appelle une sidechain, donc c'est justement quand on essaye de bifurquer de la chaîne principale, en fait, il va perdre un petit peu parce qu'il aura il aura possiblement perdu du coût de calcul, mais il ne va pas vraiment rien perdre en termes de Bitcoin, par exemple. Ensuite, la sécurité va dépendre à la fois de ce qu'on appelle le hash rate et du cours de la monnaie. Tout simplement parce que l'intérêt que quelqu'un aurait à tricher, l'intérêt que quelqu'un aurait à tricher dépend du coût justement de pouvoir déclencher une attaque, ce qu'on appelle 51%. 51%, en fait, ça veut simplement dire qu'il faut avoir plus de 50% du réseau. Donc ça peut être 50,0,1 et ça marchera quand même. Et le coût de posséder à peu près 51% du réseau va être lié tout simplement à la difficulté du problème et aux récompenses possibles. Ensuite, il y a également des problèmes de théorie des jeux. Comme j'ai dit, en fait, la blockchain, c'est quelque chose qui est à l'interface entre la technologie et la théorie des jeux. Il faut s'assurer que chaque personne ait un intérêt qui soit supérieur à appliquer le bon protocole par rapport à l'intérêt qu'elle aurait à tricher. Et il y a beaucoup de problèmes. Donc, l'un d'eux, très connu, c'est celui du selfish miner, qui simplement une analyse qui permet de considérer qu'un quelqu'un qui viendrait de découvrir la solution à un problème lui permettant de déclarer un bloc a en fait intérêt à le garder pour lui et à attendre que quelqu'un d'autre le donne un autre bloc pour pouvoir déclencher une espèce d'attaque de timing. Un autre problème est la centralisation du proof of work. Parce que en fait, il y a si on prend les 4 plus gros mineurs ou les pools de mineurs dans Bitcoin ou les 3 plus gros dans Ethereum, simplement donc finalement un très petit nombre d'entités possèdent en fait plus de 51% de la capacité de calcul. Et enfin, le proof of work cause des gros coûts de transaction, tout simplement parce que si l'acte de validation demande de résoudre un problème difficile, qui a nécessité de l'investissement aussi bien en machines qu'en électricité, bien sûr, si les mineurs se rémunèrent également à partir des coûts de transaction, ça va causer des gros coûts de transaction et bien sûr de la latence, tout simplement, parce que les gens qui ne vont pas vouloir payer des gros coûts de transaction, ces gens-là vont devoir attendre plus longtemps parce qu'ils ne seront pas prioritaires. Et quand je parle de latence, cela peut facilement atteindre 2 jours, par exemple, sur le réseau Bitcoin. C'est pour ça qu'il y a des alternatives au Proof of Work qui ont été créées et qui sont en développement. Je vais parler de seulement 2 de ces alternatives, il y en a beaucoup d'autres, mais en fait ce sont souvent des variations ou alors elles ne correspondent pas vraiment à des classes bien définies. Donc la première catégorie, c'est la catégorie des proof of stake. Le proof of stake, donc stake, ça se traduirait par la mise, en quelque sorte en français. Quelque chose une quantité sur laquelle il y a un risque. Tout simplement, les gens qui veulent valider des transactions, ces personnes-là vont mettre de côté une certaine somme d'argent et ce sera de l'argent virtuel. Donc le proof of stake ne peut s'appliquer qu'à des crypto-monnaies, par définition. Et dans ce système-là, si un validateur venait à tricher, il pourrait être dénoncé et alors il perdrait de l'argent en fait en faisant cela. Et à l'inverse, un validateur qui jouerait le jeu et qui n'essaierait pas de falsifier des transactions, ce validateur-là gagnerait un intérêt
donc il gagnerait un pourcentage de ce qu'il a mis en stake. Donc, bien sûr, le pourcentage, c'est juste un exemple, il pourrait aussi gagner une somme fixe en fait à chaque transaction. Ensuite, une autre catégorie majeure, c'est la Proof of Authority. Bon, on peut le définir à partir du Proof of Stake en disant que c'est simplement, on donne l'identité, donc les validateurs ne sont plus du tout anonymes. Dans le Proof of Authority, les validateurs doivent être souvent, ils doivent soit avoir une identité consistante dans le temps, ou alors ils doivent avoir une identité qui est liée à une entité réelle. Et c'est simplement, si quand vous mettez de l'argent dans votre banque ne vous le rend pas, ne refuse de vous le donner, dans ce cas-là, la banque va perdre de la réputation et les gens ne vont plus vouloir mettre de l'argent dans cette banque. Et la Proof of Authority, c'est plus ou moins la même chose, mais avec des validateurs. Si des validateurs ne jouent pas le jeu, ils ne seront plus utilisés. Donc en pratique, par exemple, le réseau Ripple dont j'ai parlé précédemment, qui n'est pas un réseau, qui n'est pas une blockchain, mais on peut considérer qu'il utilise le Proof of Authority, parce qu'il y a des validateurs que les gens ont le choix d'utiliser ou de ne pas utiliser. Et bien évidemment, les utilisateurs de Ripple font beaucoup plus confiance à des validateurs qui ont, par exemple, un site web, qui seront liés à des entreprises, qu'à des validateurs qui n'auraient pas ce même genre de garantie. Donc il y a vraiment une Proof of Authority. Le réseau Libra, par exemple, donc c'était un projet de crypto-monnaie fait par Facebook, sur lequel Dominique Guégan et moi-même avons écrit un papier. Le réseau Libra s'appuyait sur un réseau de validateurs qui étaient des institutions comme par exemple Visa ou Mastercard, et qui en fait avaient une vingtaine de validateurs qui étaient choisis par le consortium Libra. Et ces validateurs, eux, avaient le pouvoir de décider si les transactions allaient passer ou non. Donc là, c'était aussi un exemple de Proof of Authority, parce que si les validateurs de cet ensemble d'une vingtaine de validateurs trichent, alors ils auront des répercussions sur leur réputation. Concernant le Proof of Stake, alors là, c'est beaucoup plus hétérogène. Il y a beaucoup de projets et il n'y en a pas tellement qui a réussi. Peut-être que les intervenants suivants parleront plus en détail de protocoles de Proof of Stake. L'un d'eux en particulier, j'en parle parce que il a été lancé, il y a une actualité le 1er décembre, donc c'est extrêmement récent. J'aurais pas pu en parler si j'avais parlé au mois de juin. Et en fait, c'est Ethereum qui est actuellement basé sur un Proof of Work, un projet qui date de 2015 et qui a été annoncé en 2015 et qui devait sortir en 2016 et depuis a été retardé, qui est d'utiliser une proof of stake avec des algorithmes qui s'appellent Casper. Et donc ils ont lancé une première phase le 1er décembre sur un réseau de test. Actuellement, on ne peut pas utiliser le réseau de test avec du vrai argent. Si on met de l'argent sur le réseau de test, il n'est plus convertible sur le réseau Ethereum. Mais le projet est visiblement en train d'être lancé. Donc ce sera sûrement la première blockchain majeure, puisque c'est quand même la deuxième mondiale en termes de capitalisation, à utiliser un protocole de proof of stake. Mais c'est extrêmement progressif, donc je ne pense pas que cela puisse arriver dans un an, ou en tout cas, si ça arrivera pas avant 2 ans, je pense. Et, enfin, il y a un problème majeur des schémas de type proof of stake, qui est que ce qu'on appelle les exchanges, ce sont les plateformes qui permettent d'acheter des crypto-monnaies en ligne, sont souvent les vrais détenteurs des crypto-monnaies. Quand on achète sur une plateforme, par exemple un Bitcoin, le Bitcoin est en fait n'est pas en fait donné directement à une adresse qui est à nous. Le Bitcoin reste sur une adresse Bitcoin appartenant à l'exchange. Et si on veut, on peut, depuis ce qu'on appelle le wallet, le portefeuille virtuel en ligne,
on peut le transférer vers l'adresse de son choix. Mais bien souvent, les adresses, donc les adresses, donc ce sont les espèces d'identités virtuelles de la blockchain qui contiennent vraiment l'argent des utilisateurs appartiennent aux exchanges. Donc ça voudrait dire que il y a un risque que les exchanges, il y a déjà des risques actuellement que les exchanges fraudent et volent les tokens de leurs clients, mais il y a un risque accru que les exchanges, par exemple, s'engagent dans des transactions, dans des pratiques frauduleuses qui feraient qu'ils perdraient l'argent de leurs clients qu'ils auraient mis justement at stake, qu'ils auraient risqué dans le protocole de validation. Et enfin, on peut vraiment se poser la question, et je dis ça parce que je parle chez le régulateur, on peut vraiment se demander si éviter les attaques civiles, c'est vraiment un problème important pour les blockchains. Parce que finalement, un des principaux points légaux qui avait embêté Libra, c'était les politiques de KYC, donc Know Your Customer, connaissez votre consommateur, et AML, Anti-Money Laundering, donc les anti-blanchiment, sont donc des politiques qui imposent aux blockchains de fournir des moyens de connaître l'identité des utilisateurs. Et comme je l'ai dit précédemment, si on connaît l'identité des personnes, il n'y a plus besoin d'empêcher les attaques de type civil, puisque on pourra vérifier qu'une personne n'est pas présente plus d'une fois sur le réseau. Voilà, je propose d'arrêter là pour garder encore un petit peu de temps pour les questions. Et les slides seront disponibles sur mon site qui s'affiche à l'écran. D'abord, merci Louis pour ton exposé qui était vraiment très, très clair. Et je pense qu'il peut ouvrir le débat sur un certain nombre de questions. Donc, on faisait la remarque que Faircoin est un autre exemple. De ce type? Oui, comme Bitcoin, je pense. C'est ça que voulait dire la personne. Donc, en fait, tu as parlé de deux alternatives possibles à Proof of Work, Proof of Stake et Proof of Authority. Et donc, tu dis que pour Ethereum, il s'oriente vers le Proof of Stake, ça on le sait, que tous les ans, il retarde d'un an, 2 ans, etc. Est-ce que tu peux juste dire en quelques mots les raisons pour lesquelles c'est si compliqué de mettre en place un Proof of Stake? Oui, bien sûr. Le problème du Proof of Stake, c'est en fait c'est autant un problème d'informatique qu'un problème de théorie des jeux. Parce qu'il faut arriver, quand on fait un protocole de Proof of Stake, il faut arriver à intégrer à la fois des contraintes technologiques, de problèmes de disponibilité du réseau, par exemple, avec des contraintes d'incentive, donc d'intérêt pour les participants de bien jouer le jeu. Et ça crée vraiment, et en plus, il faut s'assurer qu'un participant n'aurait justement pas intérêt à, par exemple, diviser ses jetons en plusieurs piles qu'il stackerait. Il y a vraiment énormément de problèmes qui font que actuellement, en fait, on n'a simplement pas de solution. Avant de trouver des problèmes, il faudrait trouver une solution. Et il n'y a pas de mécanismes qui sont très très convaincants et qui étaient très très résistants. Par exemple, un autre problème par rapport au proof of work, c'est qu'il y a une phase de dénonciation qui n'existe pas dans la proof of work. Dans la proof of work, une fois qu'un coin a été miné, il n'y a pas vraiment de moyen de dénoncer quelque chose de frauduleux, puisque si le coin a été miné, c'est que l'algorithme a été effectué de manière correcte. Alors que dans le proof of stake, il y a la deuxième phase qui consiste à dénoncer quelqu'un qui n'aurait pas suivi le protocole. Voilà. Ok. Et alors, si je peux me permettre, tu as quand même, quand on parle de Proof of Authority, en fait, on s'éloigne malgré tout dans la philosophie de la blockchain publique. On est bien d'accord. Totalement.
en soi, c'est une question assez importante. On peut se demander, comme je me suis demandé par exemple, si finalement la blockchain était vraiment liée à la structure de chaîne, parce qu'il y a d'autres, il y a des blockchains, enfin des systèmes distribués comme ça qui ne sont pas des blockchains. On peut se demander si l'anonymat est une vraie composante de la blockchain. Oui. Ce serait une composante très importante même pour les régulateurs, justement euh, avec les politiques de KYC et d'AML. J'ai honnêtement pas vraiment la réponse à cela. En soi, ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup de problèmes techniques qui disparaissent lorsqu'on a accès à des identités réelles, lorsqu'on peut lier des acteurs à des identités réelles. Oui. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées peut-être. Oui, est-ce que certaines personnes veulent prendre la parole directement? Alors, il y en a une qui est, mais je ne sais pas à quoi la personne fait référence. Est-ce que ça n'aboutit pas à la fragilisation du système, mais de quoi parle la personne? C'est Yves Le Quenec. Je ne l'ai pas vue celle-là. Moi j'ai vu par exemple une question de André Stillman qui est intéressante. La proof of stake n'entraîne-t-elle pas un risque de ramener progressivement l'émission monétaire chez les mêmes acteurs du réseau? Bah oui, totalement. C'est exactement ce qui arrive. La proof of stake, c'est précisément le fait que ce sont les gens qui ont de l'argent qui émettent de l'argent. Donc oui, je sais pas si c'est un risque, je sais pas si c'est mauvais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, c'est une propriété de la proof of stake. Après, d'une certaine manière, on ne peut pas miner le Bitcoin si on n'a pas d'argent, hein. Ah oui, alors c'est ça la différence, c'est que dans un sens, le Bitcoin, il gaspille des ressources parce qu'on doit acheter du hardware. Une des grosses critiques du Bitcoin, par exemple, c'est ce qu'on appelle le matériel spécifique. Donc, par exemple, les FPGA qui servent à miner du Bitcoin beaucoup plus efficacement que des processeurs. Mais les FPGA, en fait, ils ne serviront qu'à miner du Bitcoin. Donc, il y a un gaspillage énorme, non seulement d'électricité, mais l'électricité, c'est une ressource qui, de toute façon, ne peut pas vraiment être conservée, mais aussi d'ordinateurs et de composants. Donc, ça, c'est un des gros problèmes du Bitcoin, justement. J'ai une question je pense que ça doit être Olivier. Vous avez montré la grande concentration. Peut-être, Olivier, peut-être que tu veux poser la question. Oui, oui, merci. En fait, effectivement, il y a un moment dans la présentation, on dit il y a les trois premiers d'Ethereum, trois premiers mineurs d'Ethereum qui ont 51% du pouvoir de minage, et les quatre premiers de blockchain, de Bitcoin. Du coup, je me dis, est-ce que c'est pas un peu une faillite du mécanisme, puisqu'au départ, l'idée, effectivement, de faire un conflit auprès d'un grand nombre, si on arrive à une sorte de situation oligopolistique, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le principe Oui, même? bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que ce sont les trois premiers d'Ethereum ou les quatre premiers de Bitcoin? En fait, ce ne sont pas des vrais individus, ce sont ce qu'on appelle des pools. Donc, les pools, ce sont exactement comme tu l'as dit, les pools sont une solution pour réduire la variance. C'est-à-dire que lorsqu'un mineur rejoint un pool, il veut éviter la forte variance des gains. Il veut avoir plus de chances, donc il aura toujours la même espérance de gain, mais à espérance fixée, il veut avoir plus de chances de gagner de l'argent plutôt que de ne rien gagner du tout. Donc il rejoint un pool, et un pool, c'est un ensemble de mineurs qui vont décider de mettre en commun leurs ressources de calcul. Donc, même si chaque mineur va posséder une partie du pool, des infrastructures, il y a un logiciel partagé, distribué de calcul qui va effectuer, donc là, en l'occurrence pour Bitcoin, ce sont des calculs de hash. Et si un mineur du pool trouve une solution, il est censé, alors je dis bien il est censé, je n'ai pas une expertise particulière dans les logiciels de pool, mais il est censé le redonner à tous les mineurs il est censé redistribuer. Et donc ça fait que le pool, le nœud central du pool va redistribuer le Bitcoin de manière équitable en fonction des ressources de calcul de chaque mineur du pool.
Voilà. En fait, on peut presque considérer que les pools sont des sidechains. Du point de vue du calcul, c'est exactement ça. Pas du point de vue de l'information, mais du point de vue du calcul, ce sont exactement des sidechains. Et c'est en effet une faille, parce que ça fait que, par exemple, la personne qui aurait le contrôle d'un pool, si une personne arrivait à contrôler les 3 plus gros pools pour Ethereum, en fait, elle contrôlerait le réseau Ethereum en entier, qui pèse, je rappelle, 50 milliards. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être prendre encore une question? Olivier, tu as d'autres questions? Je pense que je vais continuer, sinon, si les gens, je vais continuer à répondre un petit peu en privé sur le chat ou même en public. Oui. Et comme ça dérangera pas trop. Et là, je pense qu'on est à peu près dans les temps. Donc, c'est très bien. OK. Bon, Christophe, je te laisse reprendre la main. Merci encore, Louis. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Merci, Louis.